Bonjour. Nous sommes tous bien là. Moi, j'ai pas de chemin. OK, parfait. Bien, monsieur l'ambassadeur, chers professeurs de français et chers participants, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Institut français de Skopje à la 22e édition de la traditionnelle université régionale d'été de Struga, qui, cette année, en raison de la pandémie, aura lieu dans un format en ligne. Sans plus tarder, j'invite son Excellence, Monsieur Cyril Baumgartner, ambassadeur de France, que nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir, à ouvrir officiellement l'université régionale d'été. Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Merci, cher Branco. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'ouvrir cette 22e université d'été régionale, organisée, comme vous venez de le dire, Branco, cette année en ligne pour maintenir, malgré la situation sanitaire, le rendez-vous de la traditionnelle université d'été régionale de Struga, qui accueille depuis maintenant plus de 20 ans de nombreux professeurs des Balkans et de l'Europe du Sud-Est. Dans un pays comme la Macédoine du Nord, qui est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie, le français est une langue incontournable de la diversité linguistique et culturelle et un passeport pour étudier ou pour travailler sur les 5 continents, puisque le français, aux côtés de l'anglais, est parlé aux 5 coins du monde. La Macédoine du Nord, comme toute la région des Balkans, s'inscrit dans une perspective européenne. L'Europe est un espace où les institutions L'Europe, c'est un espace et des institutions où le français a le statut de langue de travail et langue officielle, comme dans d'autres instances internationales d'ailleurs. Les capitales administratives de l'Union européenne sont des villes francophones. Et si la Macédoine du Nord a d'ores et déjà besoin de traducteurs et d'interprètes, il lui faut également des fonctionnaires, des juristes, des techniciens et des chercheurs qui parlent le français. À ce titre, nous nous réjouissons de l'initiative francophone nationale de formation de l'administration macédonienne, approuvée par l'OIF pour la période 2019-2022. Pour la jeunesse macédonienne et pour la jeunesse des Balkans, le français est un atout pour leur insertion et réussite professionnelle. Notre réseau, Institut français et Alliance française, se mobilise pour promouvoir un enseignement du français qui réponde aux besoins et aux attentes du public dans un environnement où les nouvelles technologies de l'information et de la communication jouent un rôle de plus en plus important. Mais vous, professeurs de français ou en français, appartenez aussi à notre réseau. Et finalement, notre action serait vaine sans vous, sans votre amour de notre langue et de notre culture, et sans votre engagement quotidien dans vos classes auprès de vos élèves. La force du français repose sur la qualité de celles et de ceux qui l'enseignent. Le métier d'enseignant est difficile. Il est exigeant, et cela de plus en plus, a fortiori, bien sûr, dans ce contexte de crise sanitaire où l'enseignement se déroule en ligne. La formation continue reste garante de réussite au niveau professionnel et pour l'intérêt des élèves désireux d'acquérir des connaissances immédiatement applicables. Ces élèves, et n'oublions pas leurs parents, sont curieux et avides de nouveautés et de connaissances utiles. Dans une société où les écrans et les réseaux sociaux sont omniprésents, ils comptent sur vous pour les aider à intégrer le monde du travail avec, parmi leurs compétences, celle du français. Nous avons bien conscience qu'il est difficile de capter leur attention et le métier d'enseignant est aujourd'hui encore plus complexe. Il faut à la fois répondre aux obligations des programmes officiels et éveiller la curiosité de ces jeunes publics. Cette université régionale numérique concrétise la volonté de l'ambassade de France et de l'Institut français de Skopje de soutenir vos efforts dans cette ambitieuse démarche. Nous voulons vous aider à faire évoluer les pratiques de cours dans la forme et dans les contenus pour que le français devienne une évidence pour vos élèves. Il s'agit de transmettre et de forger des savoirs et des savoir-faire en français. Enseigner une langue fonctionnelle
permettant à celle et celui qui l'étudie d'être autonome en français dans chacun de ses actes, professionnels ou personnels. Nous voulons partager cette ambition avec vous et pour cela, nous avons fait appel aux formateurs qui, à nos yeux, peuvent le mieux nous aider à accomplir ensemble cette mission. Je souhaite donc saluer Madame Katie Dimkowska, conseillère pédagogique pour le français au Bureau de développement de l'éducation, Madame Juliana Jozic, présidente de l'Association des professeurs de français de Macédoine du Nord, ainsi que les représentants du réseau français et les professeurs des pays voisins qui se sont joints à nous pour cette édition de l'Université d'été régionale. Je voudrais également remercier le directeur de la société CSS, M. Zoran Despotovski, et ses collaborateurs, qui nous apportent une aide précieuse pour que les conditions techniques de travail soient les meilleures possibles. M. Marcel Lebrun, docteur en sciences et professeur émérite en technologie de l'éducation à la Faculté des sciences de l'éducation et conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab de l'Université catholique de Louvain pour la conférence inaugurale qu'il donnera dans un instant. Les intervenants Émilie Lair, Adrien Paillet et Bernard Gruas qui ont accepté de mettre leurs compétences à notre service. Les représentants des maisons d'édition FL Fleu, Hachette et Didier, Nathalie Viala et Violaine Jamin, qui seront parmi nous pour vous présenter les nouveautés de l'édition en Fleu. Madame Anna Kerstinowska, fondatrice et présidente de l'association Estima, qui sera avec nous vendredi pour présenter le matériel didactique enseigné en français, l'Union européenne et ses valeurs. Madame Snejana Pedrov, vice-présidente de l'Association des professeurs de français, qui sera avec nous aussi vendredi pour présenter le projet de français précoce. Et puis enfin, vous toutes et tous ici présents pour votre travail et votre engagement à nos côtés. Excellente université d'été régionale numérique à tous. Je vous souhaite beaucoup de travail et beaucoup de plaisir. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Madame Ljubka Dimova, attachée linguistique et directrice des cours de l'Institut, qui vous présentera brièvement le déroulé de l'édition 2021 de l'Université d'été régionale numérique. Ljubka, la parole est à toi. Merci Branko. Monsieur l'ambassadeur, chers intervenants, chers professeurs et collègues, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la traditionnelle Université d'été régionale de Struga qui se tient en ligne cette année pour les raisons sanitaires bien connues. Comme souligné par Monsieur l'ambassadeur, la formation pédagogique continue des professeurs de français est un axe prioritaire dans la coopération linguistique et éducative de l'ambassade et de l'Institut et nous déployons toute notre énergie et nos efforts à vous proposer des formations qui correspondent à vos besoins et aux besoins de vos élèves dans un contexte en pleine évolution et où la seule constante, c'est le changement perpétuel. Ainsi, les thématiques des 3 ateliers de formation divisés en 6 séances d'1h30 réparties sur 4 jours cette semaine et qui commencent dès cet après-midi devraient vous donner des outils de réflexion et de mise en pratique pour développer votre impact en tant qu'enseignant de français, utiliser les nouvelles technologies pour monter des projets pédagogiques intéressants et innovants tels que théâtre en ligne et motiver le public scolaire à apprendre. La thématique de la conférence inaugurale que nous aurons le plaisir d'entendre tout de suite après nous introduira dans le concept de la classe inversée, très actuel surtout avec la crise sanitaire, et nous amènera à réfléchir sur le rôle du professeur dans un monde où les savoirs sont externalisés dans le temps et dans l'espace. Tel que présenté dans le programme que vous avez tous reçu, nous accueillerons mercredi à midi les éditeurs Fleu, Hachette et Didier qui nous présenteront toutes les nouveautés pour enseigner et apprendre le français. Enfin, vendredi matin, à l'occasion de la clôture de cette semaine, nous aurons le plaisir d'entendre 2 présentations, l'une sur le matériel didactique pour enseigner l'Europe et ses valeurs en français, et l'autre sur le projet de sensibilisation au français que nous menons ensemble avec l'Association des professeurs de français. L'université se terminera par la diffusion de l'émission sur le géant de la littérature française, Gustave Flaubert,
dont on célèbre le bicentenaire de la naissance. La plateforme utilisée, comme vous le voyez très bien, de tous les travaux, c'est Zoom, et vous aurez un seul lien unique pour vous connecter et pour participer aux plénières et à l'atelier où vous êtes inscrit. Des attestations de suivi, sous réserve d'assiduité, bien sûr, seront envoyées à tous les participants par mail. À la fin, je voudrais remercier Monsieur l'ambassadeur de nous avoir fait l'honneur d'ouvrir l'université, ainsi que remercier mes collègues qui ont travaillé à mes côtés pour la réalisation de cette université, Susanna Pechik, chargée de la coopération éducative et responsable Campus France, et Olgica Krstevska-Milivojevic, chargée de la communication. Au sujet de la communication, un hashtag UniDT 2021 a été créé et n'hésitez pas à l'utiliser pour communiquer autour de vous à propos de ce bel événement. Bons travaux à tous et espérons qu'on se verra l'année prochaine à Struga en présentiel. Merci beaucoup, Ljubka. Maintenant, nous allons passer à la conférence inaugurale qui sera donnée par M. Marcel Lebrun sur le thème « Les classes inversées, effets de mode pédagogique ou phénomène de l'école, précurseur de l'école de demain » sur les nouvelles tendances de l'enseignement des langues. Cher professeur, la parole est à vous. Bien. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce qu'on peut me donner un signal de la bonne réception? Oui, oui, nous vous entendons bien, cher professeur. Super, je vois quelques-uns qui lèvent le pouce. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi de me déplacer un peu, non pas dans le temps, mais en tout cas dans l'espace pour vous rejoindre pour cette université régionale. Ça me fait toujours beaucoup de plaisir de rencontrer des publics différents. Bien sûr, mon plaisir sera encore plus grand d'être avec vous. Je pense que tout le monde le pense ici. Mais bon, voilà, la situation est celle-ci et c'est quand même bien pratique de pouvoir collaborer avec vous, avec les personnes qui m'ont invité et l'Institut français. Donc, voilà, je vais maintenant partager mon écran. Vous me direz aussi si tout se passe bien parce que je n'ai pas vraiment les moyens de contrôle. Partager l'écran, voici la première partie qui arrive. Je vais mettre mon écran. Voilà. Est-ce que vous me donnez un signal que tout va bien? Tout va bien, cher professeur, nous voyons bien. Très bien, ben voilà, je peux donc commencer à vous parler sur la thématique pour laquelle j'ai été invité. Si j'emploie cette formule, c'est pour vous dire, ben voilà, comme conférencier amené à parler de tas de choses au niveau de la pédagogie, ben parfois on me demande de parler de l'évaluation. Alors je parle de l'évaluation, on me demande de parler des méthodes actives, du numérique à l'école bien sûr, aujourd'hui des classes inversées. Ceci pour vous dire que je ne souhaite pas en faire, comment dire, la norme unique de ce que deviendrait l'enseignement dans les prochaines années, etc., etc. Non, plutôt je vois cette thématique, comme on l'a dit, qui est récente, comme une sorte de synthèse. Nous allons parler de ça, de plusieurs courants. Et le but est évidemment non normatif. Je ne vous demande pas de faire de là ou des classes inversées, simplement peut-être d'y trouver dans ce mouvement, dans ce phénomène, comme on dit, des sources d'inspiration. Alors, quelques mots quand même de présentation. D'où est-ce que je parle? C'est toujours très important quand on est formateur. Mais voilà, moi, je ne viens pas des sciences de l'éducation. En fait, il y a très longtemps, j'ai fait des études en sciences physiques, physique nucléaire. D'ailleurs, j'ai travaillé pas mal de temps au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Et ce n'est que progressivement que je me suis intéressé à la pédagogie, à un point tel que vers les années 90,
j'allais frapper à la porte des pédagogues de mon université. Je commençais à travailler avec eux. Autrement dit, j'ai appris la pédagogie un peu sur le tas et par la recherche. Et évidemment, ce chemin m'a sans doute beaucoup inspiré dans ma façon de considérer l'enseignement. Donc, un propos qui ne se veut pas normatif, un propos qui vient de praticiens, un propos qui ne sera pas orienté directement vers l'enseignement des mathématiques ou des langues, que sais-je. Je sais que vous êtes des professeurs de français ou en français, comme ça a été dit. Je pense que l'enseignant est tout à fait capable de retirer d'une expérience qui se passe en sciences, en histoire, en géographie, et de transférer quelque part les pratiques dans sa propre discipline. Néanmoins, ayant suivi dans ma carrière pas mal de cours de langue, je peux vous dire que les classes inversées sont probablement quelque chose de très proche des pratiques déjà existantes d'ailleurs chez pas mal d'enseignants. Alors, mon diaporama est disponible. Vous verrez dans le bas de mon écran à droite des adresses qui commencent toutes par http://bit.ly/. Donc ça, vous le notez une fois pour toutes, http://bit.ly/. Ce qui est important, c'est peut-être ce qui suit, qui est simplement un indicatif. Ici, vous l'avez compris, j'ai noté Institut français, Skopje, Marcel Lebrun. Faites bien attention, s'il vous plaît, ces quelques mots d'indication ici, IF, Skopje, ML. Les majuscules et les minuscules sont différenciés. Autrement dit, si vous mettez un K, un O, un P, un J, un E minuscule, ça ne fonctionnera pas. Alors, tout d'abord, pour commencer mon propos, parce que je souhaite le construire dans une certaine historique, tout au début, on parlait de la classe inversée. Une thématique que j'ai contribué à faire disparaître parce que vous voyez en français, quand on dit la classe inversée, ça voudrait dire quelque part qu'il y a une façon de la faire et que si vous ne faites pas exactement comme ça, vous ne faites pas de la classe inversée. Effectivement, au début, le concept de classe inversée était relativement normalisé dans sa pratique, je veux dire. Alors, ça vient d'où? C'est ça qui est très, très intéressant pour moi. Je suis un adepte de la construction de la connaissance du bas vers le haut, bottom-up, comme disent nos collègues anglophones. Et ici, la classe inversée, c'est bien une idée, une invention qui provient d'enseignants. Autrement dit, ça ne vient pas de politique, de sciences de l'éducation, d'organismes qui feraient la promotion de différentes façons d'enseigner. Non, deux profs, comme on dit. Deux professeurs en chimie dans l'enseignement secondaire. C'est important parce qu'on me dit souvent, oui, la classe inversée, c'est pour les étudiants qui sont en master, etc., etc. Non, 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 non. La classe inversée, ça a été inventé dans des registres d'enseignement comme l'enseignement secondaire, ici par deux profs de chimie. Et le but, c'était de réanimer un tout petit peu la classe qui leur paraissait fort assoupie, en particulier par rapport à l'enseignement de la chimie. Et ils voyaient les élèves quand même très accaparés par leur téléphone mobile, ils regardaient ça tout le temps, et ils se sont dit, tiens, si on faisait des petites vidéos de chimie, en présentant un concept en chimie, l'acidité, les réactions, etc. Quelques petites vidéos avec des expériences de chimie, il y avait la pratique aussi qui était là. Des petites vidéos, n'est-ce pas? On est de l'ordre de 4, 5, 6 minutes, pour les plus grands, peut-être 7, 8 minutes. Enfin, voilà le format. Et ils se sont rendus compte que quand les élèves venaient à l'école, ils discutaient de cette vidéo. Ils avaient pris connaissance, j'aime bien le mot, prendre connaissance de. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus un expert de la chimie, tout non, ils avaient pris connaissance et ils discutaient les uns les autres.
tu as regardé les vidéos, tu as compris ce truc-là, etc. Et en classe, évidemment, cela permettait à ces deux enseignants de ne pas, entre guillemets, perdre trop de temps dans les explications. Et vous savez, les profs, ils aiment bien faire de l'oralité et tout, mais de répondre à des questions, de faire des applications, de donner des exemples, etc. L'idée était lancée, pardon, je reviens en arrière. L'idée était lancée. On passe donc d'une classe traditionnelle où les leçons se font en classe et le travail, l'application, se fait à la maison au travers des devoirs. On passe de cela à un autre système qui est de dire ben, les leçons, on va les faire à la maison et en classe, on va privilégier des rôles importants de la présence, c'est-à-dire l'activité. Maintenant, s'il vous plaît, ne prenez pas ça comme un tout ou rien. Ça ne veut pas dire qu'on fait de l'activité tout le temps. Ça ne veut pas dire que le professeur ne donne plus cours dans sa classe. Non, 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 non. C'est une alternative qui permet de temps en temps de faire d'autres modes de prise de connaissance et de compréhension de la matière et du monde. On est là en 2008 avec les deux enseignants, Berkmans et Sams, qui introduisent non pas le concept de la classe inversée, c'est la traduction française, mais de Flipped Classroom, et voilà. J'en parlais dans les années 2012 avec un collègue, Christophe Battier, de l'Université de Lyon. Pourquoi? Parce que je trouvais, tiens, que c'était une pratique qui correspondait à certains éléments de ce que je faisais en classe ou dans les amphis, en donnant à mes étudiants des lectures à faire avant le cours, etc. Alors, mesdames, messieurs, je ne suis pas naïf. Je sais très bien que ceux qui faisaient le travail n'étaient que de, allez, un tiers, un quart des étudiants, mais ça me suffisait à mettre en place des dynamiques. Je disais, mais qui a regardé la vidéo? Ah, toi, très bien. Tu peux raconter en 2-3 minutes ce qui s'est passé? Et autrement dit, il y avait une sorte de petite formation par les pairs qui se déroulait également. Et donc, voilà, ça c'est une image que j'avais faite il y a bien longtemps, les leçons à la maison, les devoirs en classe, quelque chose qui allait faire beaucoup de tapage, certains disant mais qu'est-ce que c'est cette histoire, les enseignants ne donnent plus leurs cours et mettent des vidéos, et moi je disais, ben, vous savez, la tradition orale ça remonte à 3 millénaires, le besoin de transmettre oralement les savoirs, si on veut, dans les amphis et dans les classes, ça date quand même un petit peu. Depuis, on a inventé le livre, et puis on a inventé la vidéo, les multimédias, Internet, maintenant YouTube et tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire de nouveau qu'il faut remplacer l'enseignant dans sa fonction de transmission des savoirs. Ça veut dire que nous avons d'autres modes et que, bon Dieu, si l'école est là pour préparer les élèves à la société dans laquelle ils vivent, qu'elle fasse son boulot et le plus vite possible. Nous ne sommes plus à l'époque des philosophes grecs qui déambulaient dans la nature en expliquant les grandes idées conceptuelles et ces choses-là. On a un peu évolué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nous perdions également cette qualité humaine de la transmission, etc. Ça veut dire qu'il y a d'autres modes, il faudrait peut-être en intégrer certains. Alors, ben oui, c'est vrai que depuis l'école, là, peut-être 14e, 15e siècle, vous voyez qu'ils ont déjà des livres là devant eux. Ben, évidemment, depuis ce 14e, 15e siècle, les choses ont beaucoup évolué. D'ailleurs, on voit un amphi actuellement. Sincèrement, c'est du cynisme. Je ne vois pas vraiment quelle est la grosse différence, à part que les feuilles de papier sont écran d'ordinateur. Ce qui a vraiment changé, et c'est aussi en 2008, c'est que nous avons vu apparaître, venant de différents lieux, des vidéos qui étaient faites par des enseignants
je vais vous donner un exemple pendant quelques minutes, enfin quelques secondes, pardon, ici. Un professeur qui est en train d'expliquer son cours et vous voyez, je fais aller un peu en accéléré, il peut montrer sur son tableau, il revient en gros plan, l'étudiant qui n'a pas compris, surtout il peut cliquer sur le bouton pause. Avec moi, vous n'avez pas de bouton pause qui vous permettrait de m'arrêter, etc. Autrement dit, on voit apparaître de plus en plus, et venant d'universités prestigieuses, n'est-ce pas? Et vous avez vu que ce n'est pas nécessairement un remplacement du cours, puisque les étudiants sont là, mais on a vu d'autres modalités de transmission de savoir apparaître. Autrement dit, on est bien là, et c'est ce que je fais ici maintenant, je suis à distance. Je suis évidemment synchrone, c'est-à-dire que je parle ici maintenant à 10h35 du matin, il est sans doute 10h35 aussi chez vous, et nous sommes bien à la même date, le lundi 21 juin. Peut-être que d'ailleurs mon intervention est enregistrée, je n'en sais rien, peu importe, mais voilà, ça se passe en synchrone quelque part. Moi, ce que je prétends, c'est que, bien sûr, tout le monde sait ça, tout le monde me dit, hybridation, ça veut dire faire alterner des séances à distance, à la maison ou en bibliothèque, peu importe, et des moments en présence avec les autres élèves et l'enseignant. Je prétends aussi qu'il y a une révision des concepts d'enseigner et d'apprendre qui traînent par là. Alors, je vous présente ici un tableau dans lequel vous voyez deux colonnes. Présence, c'est ce que nous connaissons. Le cours a lieu le lundi 21 juin à 10h30 dans tel amphi ou sur tel canal Zoom. Ça ne change finalement pas grand-chose. Les deux colonnes, présence et distance. Distance, ça ne veut pas nécessairement dire à la maison. Ça veut dire en dehors de la classe. Ça veut dire sans la présence de l'enseignant. Ça veut dire dans une certaine autonomie. Ça veut dire individuellement, mais parfois avec des petits groupes qui vont chercher en dehors de la classe, à la bibliothèque, dans le village, peu importe, des informations. Ça, on a bien compris. Les deux lignes-là, moi je prétends que les francophones n'ont toujours pas bien compris. Il y a les mots enseigner et apprendre. Alors, vous êtes sans doute des personnes qui connaissez la langue beaucoup mieux que moi, ça c'est évident, mais avez-vous déjà réfléchi au fait que le mot « apprendre » en français, il est extrêmement flou. Autrement dit, on peut dire « je vais t'apprendre à rouler à vélo ». Je vais t'apprendre la table de multiplication, je vais t'apprendre tel auteur dans le courant romantique. La maman ou le papa à l'école dit, à la sortie des classes, dit « Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui ?» Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui? La réponse est rien du tout, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas apprendre à quelqu'un. Non. Apprendre, c'est la personne qui est en face de vous qui va le faire. Tout ce que vous pouvez faire, vous, c'est lui montrer, lui démontrer, lui expliquer, etc., c'est-à-dire enseigner, guider l'apprentissage. Est-ce que vous savez que, en français, donc je vous l'ai dit, selon moi, les mots sont un peu confondus. On dit apprendre au lieu d'enseigner. Par exemple, en anglais, dire to learn au lieu de to teach est considéré comme quelque chose de, vous savez, d'un langage finalement très peu développé. En espagnol également, les deux mots enseigner et apprendre sont différents. En anglais, par exemple, on ne dira pas to learn something, someone. Apprendre quelque chose à quelqu'un, on dit non, non, ça c'est une formule qui n'est pas correcte en anglais et il vaut mieux utiliser enseigner. Donc, attention à ces deux mots-là. Mes étudiants me disent toujours « on sait ça, monsieur, on sait ça ». Ben non, vous le confondez la plupart du temps parce que vous croyez que parce que vous avez enseigné, ils ont donc appris. Parce que l'apprentissage relève finalement d'un acte autonome, personnel en tout cas de l'individu, qui se retrouve d'ailleurs bien souvent à distance, avec ses livres, ses notes, ses devoirs, en train de se dire « mon Dieu, comment je vais apprendre tout cela ?» L'idée des classes inversées par rapport à ces deux images qui représentent quelque part l'enseignement traditionnel,
c'est de se demander est-ce qu'on ne pourrait pas mieux symétriser ce tableau avec certains éléments d'enseignement, de transmission qui passeraient à distance. C'était déjà possible avec les livres, hein, il y a très longtemps, mais peut-être ça s'est amplifié avec la grande disponibilité des médias au travers des téléphones, des tablettes, etc. De manière à, et c'est ça qui est important, on me dit la classe inversée, c'est mettre des cours à distance. Non, 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 non. Ça c'est le moyen. Le but, finalement, c'est de donner du sens à la présence. Si les gens se rencontrent, si vos étudiants se rencontrent dans un lieu avec vous de surcroît, c'est pour faire quelque chose de plus que ce que ne peut faire une vidéo finalement, où il y a peu de place pour les questions, peu de place pour l'interactivité, etc. Et donc, finalement, je parle d'association et non pas de juxtaposition de présence et distance. Les vidéos en ligne, porter le cours à distance, il y en a déjà tenté plus et certains enseignants sont même capables de le faire. L'autre mouvement, donner du sens à la présence, ça a été quand même rendu extrêmement difficile par rapport à le coronavirus et ces choses-là. Et moi, je me demande bien souvent, quand je vois des cours en ligne où on voit finalement le professeur qui explique à des élèves, comment ça se fait que ce n'est pas les élèves qui parlent davantage dans ce système-là, puisqu'on dirait dans les petites cases, ils sont assez équilibrés, là, chacun a sa petite boîte sur l'écran. Comment ça se fait qu'on ne demande pas plus finalement aux étudiants d'interagir, une certaine façon de amener de la présence à distance. Et ça, c'est possible, amener de la présence à distance. Pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que le contraire de présence, ce n'est pas distance, n'est-ce pas? Le contraire de présence, c'est absence. Le contraire de distance, ce n'est pas présence, mais c'est proximité. Autrement dit, même si on n'est pas en proximité comme nous le sommes maintenant, je peux vous amener une certaine présence en essayant de titiller vos fonctions cognitives, de donner quelques anecdotes, d'éveiller votre curiosité, de vous choquer un peu de temps en temps. Quand je dis les francophones, mais ils ne connaissent même pas la différence entre enseigner et apprendre, c'est évidemment des façons d'amener une certaine interaction, interactivité en tout cas, parmi les participants. Donc, ne pas croire que parce qu'il y a eu le Covid, nos types d'activités vont être complètement changés. Pour moi, c'est une sorte de pensée magique parce que les véritables changements, ils viendront d'activités intentionnelles, de ce que nous voulons faire. Les enseignants ici en Belgique me disent « Ah, qu'est-ce qu'on est content de retrouver la présence !» Et qu'est-ce que vous faites? « Ah, on peut donner cours aux élèves. » Mais attendez un petit peu, pendant le Covid, on pouvait déjà le faire. Donner cours. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donner cours aux élèves. Plutôt organiser donc des activités d'apprentissage. Alors, par rapport à tout ce que je vous ai dit sur la classe inversée, la pensée d'ailleurs de M. Magère, c'est un pédagogue qui a beaucoup travaillé la notion des objectifs. Vous pourriez très bien me dire, vous nous parlez des classes inversées, mais quels sont les objectifs de cette classe inversée? Vous savez bien, dans vos cours de pédagogie, on a dit oui, il y a la méthode, il y a aussi les objectifs. Comment on va concilier? Il y a alors l'évaluation. Comment vous allez évaluer que vous êtes bien arrivé à l'endroit que vous vouliez arriver avec vos élèves? Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce concept de classe inversée nous invite surtout à discuter de notre enseignement, à discuter de nos objectifs, de nos façons d'évaluer, etc., etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut réfléchir à tout ça? Mais une des façons possibles, c'est de travailler non pas la méthode uniquement, que ce soit l'exposé oral, que ce soit l'apprentissage par problème, les études de cas, c'est pas seulement la méthode, mais c'est travailler la cohérence globale du dispositif, cohérence entre, comme je l'ai dit, les objectifs, les méthodes. Ce qu'on a appelé dans la littérature anglo-saxonne surtout,
le constructive alignment, c'est-à-dire l'alignement constructif. Alors, l'alignement constructif vient d'un grand pédagogue vraiment intéressant, John Biggs, 99. John Biggs est quand même un grand inspirateur de toutes ces grandes réformes que nous avons connues dans l'enseignement, hein. Les approches par compétences, la reformulation, vous savez, des années du supérieur avec les licences, le master, le doctorat, la réforme de Bologne, tout ça est inspiré par John Biggs. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit dans un bon enseignement, un enseignement de qualité, on parle ici de globalité, il faut veiller à une bonne cohérence entre les objectifs, l'évaluation et les méthodes. Autrement dit, ben, Marcel Lebrun, là, qui vient vous parler de la classe inversée, aurait peut-être dû vous parler avant des objectifs ou de l'évaluation, mais je peux vous le dire, il n'est pas trop tard. Par rapport aux travaux de John Biggs qui sont là symbolisés, hein, très vite, vous avez vu, j'ai utilisé une sorte de ce qu'on appelle le triskel ou triskelion breton. C'est un objet à trois pôles, mais l'avantage, c'est que ces trois pôles ne s'opposent pas. On peut toujours rentrer par n'importe lequel, passer dans l'autre, retourner, revenir dans l'autre, etc. Ils sont fortement en liaison. Par rapport à cela, ce que j'ai fait, ben, c'est travailler finalement la place des outils. Oh, pas parce que j'aime particulièrement les outils numériques, non, tout simplement, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une autre affaire, il faudra le temps, mais notre société est devenue numérique, non pas seulement par rapport aux outils qu'elles utilisent, les tablettes, les sites web et tout ça, mais par nos façons de nous comporter avec les environnements, avec les autres, avec notre travail, etc. Nous ne sommes pas simplement dans des usages du numérique, mais nous sommes rentrés de plein pied dans une société numérique. Et certains, comme Milad Douei, parlent, lui, d'humanité numérique quelque part. C'est presque un oxymore, quoi, finalement, de mettre ensemble humanité et numérique. Alors, nous allons passer tout ça très rapidement, hein. Je n'ai pas beaucoup le temps de m'appesantir, mais la question des objectifs, qu'est-ce que nous pouvons dire? Et je ne rentre pas ici dans les objectifs spécifiques du cours de maths, du cours de français, du cours d'histoire, de l'éducation physique, que sais-je. Je vais parler plutôt d'enjeux au niveau de la société. Alors, quelqu'un dont la réflexion me paraît intéressante, c'est Andreas Schleicher. Il est toujours, en tout cas, il travaille dans ce domaine, la direction de l'éducation à l'OCDE. Et il nous met en garde depuis déjà pas mal d'années en nous disant que l'école continue à fonctionner un tout petit peu comme avant, alors qu'elle devrait préparer des jeunes à des changements économiques et sociaux plus rapides que jamais, à des emplois qui n'existent pas encore, à des technologies qui restent à inventer pour résoudre des problèmes dont nous ne savons encore rien. Tout à l'heure, dans la présentation, on a dit quelques mots qui, moi, m'ont beaucoup parlé. La seule constante est le changement. La seule constante est le changement. Voilà encore un beau paradoxe, un bel oxymore. Alors, vous savez qu'il y a le premier parler de ces changements, Héraclite, un philosophe grec bien loin avant Jésus-Christ, qui disait tout coule. La seule constante est vraiment le changement. Nous ne l'avons pas encore bien compris, n'est-ce pas, parce que nous voulons des certitudes, nous voulons des vérités. Tout l'enseignement nous force à avoir la bonne et la mauvaise réponse, alors qu'on sait très bien qu'à part les cas d'école, malheureusement, les réalités sont beaucoup moins tranchées. Schleicher, toujours en parlant, j'insiste beaucoup, à des enseignants belges, donc ne vous sentez pas du tout visé par ça, quoique je vous dirais, je pense que c'est quand même vrai en France, ailleurs. Bon, vous avez des élèves du 21e siècle, des enseignants et une pédagogie du 20e, ça c'est vrai, n'est-ce pas, et une organisation du travail du 19e, où on essaie de former des fonctionnaires à
former dans le sens de formater à une société qui serait une sorte, au début du 19e, on aurait dit société industrielle, normalisée, catégorisée, etc. Et il dit, mais il y a peut-être à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire qu'on va abandonner ces anciennes catégories, ces anciennes dimensions, etc. Non, 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 non. Elles nous aident à comprendre. Ce sont des grilles de lecture de la réalité. Mais à côté de ça, il faudrait peut-être développer d'autres types de capacités cognitives, sociales, émotionnelles, la collaboration, la créativité, l'imagination, être capable de sortir du cadre et pas seulement donc d'y rester. Alors, cette évolution, vous pourriez dire, oh là là, Marcel Lebrun, il dit des choses. Non, non, mais on la lit, il suffit de lire un petit peu, évidemment. Quand je me suis intéressé à la pédagogie en 90, on me parlait des objectifs et des capacités. L'étudiant sera capable de, vous ajoutez un verbe et un substantif, sera capable de résumer un roman de Sartre. Verbe, complément, et voilà, l'étudiant sera capable, la notion des capacités. En 2000, 10 ans après, on nous disait, oui, la capacité, c'est bien, les savoirs, les savoir-faire, mais il y a aussi les contextes d'application. D'où viennent les connaissances? Par exemple, quand on parle des lois de Kepler, qui c'est Kepler? Kepler est quelqu'un de la Renaissance, finalement, où la connaissance s'ouvrait aux hommes. Et donc, cette idée de contexte et d'applicabilité, de pas seulement le distillat pur des savoirs, mais des savoirs qui sont encore dans leur gange, si vous voulez, de contexte. On a parlé évidemment des compétences. La grosse différence, c'est le caractère contextualisé. Et en 2010, avec des petites variations, on parle des learning outcomes. Désolé pour l'anglais, mais traduisez les acquis d'apprentissage. Alors, les acquis d'apprentissage, c'est aussi une invention de la communauté européenne, tout ça, mais je crois que c'est intéressant, où ils disent il n'y a pas seulement les savoirs, les savoir-faire, les contextes, mais au niveau de l'évaluation, c'est à l'élève, à l'étudiant, qu'il revient de démontrer qu'il a appris quelque chose. Je vais dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un examen, au lieu d'avoir le professeur qui dit donne-moi le verbe un tel au subjonctif présent ou donne-moi les 3 dates importantes dans l'histoire des croisades ou les 3 composantes, dis-moi, explique-moi, etc. Non, non, c'est l'élève qui vient avec un projet, une étude de cas, un objet, et il dit, monsieur le professeur, voilà ce que j'ai fait avec votre cours. Autrement dit, l'idée de la démonstration par l'élève lui-même devient importante dans ces acquis d'apprentissage qui sont là, cette capacité qu'a l'élève lui-même de démontrer. Pourquoi ça? Tout simplement parce que les outils numériques sont là. Avant, il était difficile de faire une maquette, une simulation, de proposer un projet, etc. À l'heure actuelle, les outils sont là. Les outils de créativité, de productivité sont là et il faudrait qu'on les utilise davantage, surtout que, pas on, que les élèves les utilisent davantage. Alors, on a des auteurs, par exemple ici, un petit lien qui apparaît là, Serre, Stigler, une très belle discussion entre 2 grands philosophes du numérique, si vous voulez, Michel Serre et Bernard Stiegler, qui dit que tant qu'on n'aura pas formé correctement les élèves au numérique, il y aura des effets toxiques. C'est évident. Le premier primate, si vous voulez, qui a inventé avec un fémur d'animal une sorte de marteau qui lui permettait de casser des noix de coco, il avait aussi en main une arme qui lui permettait de casser le crâne d'un rival. Les technologies sont par nature toujours positives et négatives à la fois. Et ce qui permettra d'aller d'un côté ou de l'autre, ce sont nos usages, c'est notre éducation, c'est notre formation.
Michel Serres ajoute que c'est vrai qu'on note de plus en plus de choses sur nos smartphones. On pourrait considérer que nous perdons la mémoire, que nous avons le cerveau vide. Michel Serres ajoute que peut-être que ces outils, comme depuis toujours, hein, les outils servent à nous libérer, à permettre d'autres choses. Alors, évidemment, on parle là des fameuses compétences du XXIe siècle, hein, qui ne font pas l'objet d'un cours, mais qui doivent se retrouver dans tous les cours, que ce soit des cours de langue, de maths, peu importe. Elles sont transversales. La collaboration, l'esprit critique, la créativité, la responsabilité sociale, la communication, l'apprentissage tout au long de la vie forment ce qu'on appelle ces compétences du XXIe siècle. Un jour, un enseignant m'a dit, mais c'est bien, on est d'accord en gros avec tout ça, mais où sont les savoirs? Les savoirs, les disciplines, les règles, l'histoire, elles sont là. Elles sont à l'extérieur dans l'anneau blanc. Et ça, pour moi, c'est vraiment une représentation intéressante. Il y a 30 ans d'ici, on aurait mis le programme et les savoirs au centre et les compétences autour. D'accord? Les compétences étant une sorte de résultat périphérique, si vous voulez, de l'acquisition des savoirs. Non, ici, on met les compétences au centre et les savoirs autour. Pourquoi? Comme on l'a dit dans l'introduction, les savoirs sont de plus externalisés. Ils disent, oh, non, c'est pas vrai, tout. Si, c'est vrai, c'est comme ça. Les savoirs sont externalisés. Je n'ai pas dit les connaissances sont externalisées, non. Les connaissances résultent de l'apprentissage et je vous ai bien dit que c'était une activité toute personnelle. Quelqu'un d'autre ne peut pas vous remplacer dans cette activité-là. Alors, les outils, je vais quand même très vite. Je suis, si on veut, l'évolution des différents outils en classe. Et ce que moi je dis après cette étude assez longitudinale, c'est que la fossilisation des pratiques vous guette. C'est-à-dire que bien souvent et malheureusement, ces outils, au lieu de nous permettre d'investiguer un ailleurs, un autrement, sont utilisés pour faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Autrement dit, on utilise les plateformes, vous savez, le Moodle, etc., les systèmes d'organisation de l'enseignement, les Learning Management Systems, on les utilise essentiellement pour transmettre des documents. Alors, oui, c'est bien, on peut transmettre des documents, mais ça, on savait déjà faire quand même au travers des centrales de photocopie. Autrement dit, très souvent, on utilise les nouveaux outils pour faire la même chose qu'avant et surtout, on s'étonne après qu'il n'y ait pas beaucoup d'effets du numérique à l'école. J'aimerais quand même bien que les responsables politiques s'emparent de cette réflexion. Hein. On demande de mesurer les effets du numérique, alors on regarde un petit peu par-ci, par-là, etc. Mais on ne s'interroge jamais sur mais comment on a utilisé ce numérique? Parce que si au niveau du paradigme, on continue dans le même paradigme d'enseignement qu'il y a 20 ans, on aura les mêmes résultats. Hein, il ne faut pas courir de nouveau. Il n'y a pas d'effet magique du numérique. Pourquoi? Parce qu'on espère, ce sont les promesses, que le numérique influence la pédagogie, qu'il y a un effet du numérique sur la pédagogie, et ce qu'on ne veut pas se rendre compte parce que c'est beaucoup plus payant d'équiper les écoles en numérique que de former des enseignants. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que pour qu'il y ait un effet du numérique sur la pédagogie, il y a une nécessité, c'est que tout d'abord, la pédagogie change pour accueillir les éventuels effets positifs. Autrement dit, mesdames, messieurs, encore une fois, nous ne sommes plus dans une société, finalement, au niveau conceptuel, où il y a le blanc, le noir, la bonne réponse, la mauvaise réponse. On est dans un système qui est beaucoup plus systémique que ça. Et les événements qui nous accablent, on entend les gens dire, mais les scientifiques, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Hein. On dirait qu'ils ne comprennent même pas le coronavirus. Mais c'est bien le cas, mesdames, messieurs. C'est vous qui avez une image tronquée de la science, de cette science qui permettrait uniquement de donner des bonnes réponses. Mais le chercheur en sciences que je suis sait très bien que
l'expérience dans le laboratoire dit beaucoup plus souvent non à l'hypothèse que oui. Et autrement dit, elle permet de révéler beaucoup plus nos erreurs que de découvrir de nouvelles pistes. Les méthodes, former, c'est donner à l'apprenant des occasions d'apprendre un point. C'est aussi transmettre, c'est aussi les mettre en activité, en interactivité, faire chercher les élèves, donner des occasions où il pourra apprendre. Quand j'étais jeune enseignant, une semaine avant mon prochain cours, je disais, mais qu'est-ce que je vais leur enseigner la semaine prochaine? Et je commençais à faire mes diapos avec tout ce que je devais leur dire et tout. Et les années venant, parce que je pense que c'est une histoire aussi de développement professionnel des enseignants, je ne réfléchissais plus tellement en termes de table de matière, de savoir, mais je réfléchissais en termes d'activité. Qu'est-ce que je vais demander à mes étudiants de faire? Voilà la véritable question. Et évidemment, si vous lisez un peu Michel Serres à nouveau, vous comprenez que pour lui, le savoir est déjà transmis. Donc, ce n'est pas triste, n'est-ce pas? Cela nous permet d'acquérir de nouveaux espaces de liberté pour pouvoir faire d'autres choses avec nos élèves. Et si on ne fait pas ça, notre société va patiner, patiner, patiner encore plus avec une sorte de développement qui continue sans vraiment que les humains soient capables de s'en emparer. Oui, c'est une pensée de Michel Serres qui se trouve sur la bibliothèque de l'École centrale de Lyon, où il nous dit qu'il faut fréquenter les bibliothèques. C'est important d'être savant, de connaître le savoir. Mais il dit, et après? Pour qu'il existe un après, je veux dire quelque avenir qui dépasse la copie. Sortez de la bibliothèque pour courir au grand air. Si vous demeurez dans la bibliothèque, vous n'écrirez jamais que des livres sur les livres. Voilà pour moi une très belle pensée. Et donc, les rapports présence-distance, est-ce que ce ne serait pas une opposition stérile? Est-ce que le véritable défi, ce n'est pas d'installer de la collaboration, du projet, des interactions, même dans la distance, et peut-être de mieux profiter de la présence pour le développement de l'autonomie, la différenciation pédagogique, etc., etc. Voilà des véritables questions. Ma pensée n'est pas transformative, je pense qu'elle est radicale, pas chercher à comment on va faire mieux ce qu'on fait déjà, mais se dire, tiens, avec ces outils-là, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire qui va nous permettre de développer de nouvelles régions, de connaissances, de nouveaux secteurs. Alors, j'en arrive à mon dernier point. J'ai parlé de la classe inversée. Je vous ai dit dans quel environnement cela s'inscrit, des objectifs de l'école qui sont en train de changer, des méthodes pédagogiques qui prennent d'autres finalités, un rôle des outils numériques qu'il importe de clarifier. Et j'en arrive maintenant à développer le concept même de classe inversée. Ce que j'ai vu jusqu'ici, je vais l'appeler le type 1. Le type 1, c'est hors la classe, à distance, en autonomie, prendre connaissance de la matière au travers de textes et de vidéos, de manière à gagner du temps en présence pour les applications, les exercices, les discussions, etc. Alors ça, mesdames, messieurs, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a peut-être une petite dizaine d'années d'ici, vu mes activités en Amérique latine, j'avais décidé d'apprendre l'espagnol. Et j'ai été frappé, ce que je vous dis, ce n'est pas une reconstruction a posteriori, peut-être pour vous ça paraît évident, tant mieux. L'enseignante que j'avais, elle avait des groupes entre 10 et 20, voilà environ. Mais c'est intéressant, elle nous a jamais expliqué de la théorie. Au début, des 2 heures, si vous voulez, elle nous donnait une feuille avec les règles de grammaire de tel sujet, les verbes à tel et à tel, quelques petits exercices, et elle disait, voilà, ça c'est pour chez vous. Et pendant la présence, elle mettait en place
des jeux de rôle, des études de cas. Elle demandait aux élèves de préparer et de présenter quelque chose, etc. Autrement dit, un apprentissage des langues contextualisées, ben, il peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là, vous vous en doutez bien. Mais on ne va pas rester là. Quand j'ai regardé et discuté, parce que j'ai beaucoup rencontré d'enseignants en France, je suis un petit peu le parrain du CLIC, hein, classe inversée, le congrès, une association quand même qui rassemble des dizaines de milliers d'enseignants en France et beaucoup plus en francophonie, des enseignants qui partagent ce goût pour expérimenter les classes inversées. Quand je leur demandais, mais qu'est-ce que vous faites en fait avec les classes inversées, ils me racontaient tout autre chose. Par exemple, ils me disaient, ben, à la fin d'un cours, nous mettons les élèves, les étudiants en groupe et nous leur demandons d'aller pendant la semaine, hein, ou pendant les jours qui suivent, explorer des contextes, aller à la bibliothèque, chercher des ressources sur un thème donné, préparer une présentation, hein, ce qu'on appelait avant une élocution, hein, présenter une activité, etc., etc. Et quand ils reviennent en classe, ben, c'est les élèves qui prennent la parole en présentant ce qu'ils ont trouvé. L'enseignant est là un peu pour les aider dans l'analyse, la critique, la créativité, de confronter ce que le groupe 1 a dit et ce que le groupe 2 a dit. Tiens, ils n'ont pas dit la même chose, comment ça se fait? Et donc, on voit un type 2. Le type 1, voyez-vous, c'était théorie, la matière, et ensuite les applications. Et le type 2, c'est plutôt les contextes, le sens, les conditions d'application. Et en classe, on vient en débattre de ce qu'on a trouvé, on se présente les uns les autres. Ce qui est très intéressant encore plus loin, c'est que j'ai trouvé finalement beaucoup d'enseignants qui faisaient encore autrement. Vous voyez, j'ai le type 1, théorie d'abord, exercice. En dessous, dans le registre en dessous, explorer les contextes partagés avec les autres élèves en classe. Certains enseignants ont mélangé ces 4 cases finalement. Et qu'est-ce que ça donne? Ben, vous prenez les 2 cases du dessous, la case 1, la case 2, et vous les mettez comme cela. Explorer les contextes, analyse, débat, bon, voilà, présentation par les élèves. Vous prenez les 2 cases du dessus et vous les mettez comme ça. Vous allez prendre connaissance de la matière et les applications. Eh bien, mesdames, messieurs, quand j'ai parlé, entendu dans des colloques, des congrès, les enseignants, beaucoup faisaient tout ça, le type 3. Ils ne faisaient pas seulement le type 1, ils ne faisaient pas seulement le type 2, mais ils étaient parvenus, parce que les enseignants sont des êtres fondamentalement créatifs quand on ne les normalise pas trop, ben, ils ont été capables d'aller chercher des éléments dans les 4 boîtes et de les organiser dans un cycle qui commence par les contextes, le sens, puis on en discute, et puis il y a les éléments théoriques au point 3 qui arrivent, et ensuite on fait des applications. Pour résumer, vous avez 2 gros changements. Tout d'abord, les rapports au savoir. Les savoirs sont transmis par le professeur, les savoirs sont sur Internet et les élèves vont voir les vidéos, ou bien les savoirs sont récoltés par les étudiants eux-mêmes. Vous avez des changements de rôle. C'est le professeur qui donne le cours. Plus haut, les élèves participent aux activités, aux interactivités, aux exercices, etc. Et encore plus haut, ce sont les étudiants eux-mêmes qui construisent le dispositif du cours. C'est eux qui, pendant 10 minutes, 20 minutes, vont faire une présentation au reste de la classe. Vous retrouvez bien sûr le type 1 et le type 2 hein, là, dans ces croisements. Des mots qu'on a rencontrés, la classe inversée. Oui, là-bas tout au-dessus, il y a la classe renversée. La classe renversée, ça existe, n'est-ce pas? C'est une classe où les élèves font tout. Ils préparent les ressources des uns pour les autres, ils travaillent en groupe, se présentent leurs cours, etc. Ils préparent aussi les questions d'examen. Si vous ne me croyez pas, allez voir les travaux de Jean-Charles Caillé, qui est un prof à la Cato de Lille. Il travaille avec ses élèves en classe renversée. Le groupe A prépare des questions pour le groupe B, etc. etc. La conjonction, c'est les classes inversées, le type 3, qui est finalement un subtil mélange de type 1 et de type 2, comme je vous l'ai montré avec les 4 événements d'apprentissage dont je vous ai parlé. Alors ça, je vais aller vite ici, ce n'est pas tellement nouveau, hein.
vous avez déjà David Kolb en 84 qui disait que une bonne formation, une bonne prise de connaissance des savoirs, ça commençait par des expériences concrètes, hein, le contexte, les choses que l'on a faites, les choses qui posent question, etc. Ensuite, on va analyser, on va réfléchir à ce qui s'est passé. Ensuite, on va aller chercher des savoirs pour essayer de comprendre ce qui arrive, de voir s'il y a d'autres personnes qui en ont déjà parlé. Et puis finalement, on va transférer à sa propre situation. Voilà finalement une approche de comment l'être humain, dans certains cas évidemment, peut approcher son environnement, etc. Au partir d'une expérience, s'interroger sur l'expérience, essayer de trouver des dimensions théoriques, des cadres qui me permettent de comprendre, et ensuite transférer et appliquer à d'autres situations. Ben, vous retrouvez évidemment les 4 événements d'apprentissage, hein, le 1, le 2, le 3, le 4 qui sont là. L'approche par les contextes, le débat en classe, les conceptualisations avec les savoirs, les théories, les modèles et finalement les applications. Des activités qui peuvent se faire en présence ou à distance, hein, c'est ça que je vous disais, les débats entre groupes d'étudiants. J'ai mis ça en présence, mais ça pourrait très bien se faire avec Zoom ou Teams, où des groupes présentent ce qu'ils ont trouvé, puis vous donnez la parole au groupe B qui va poser des questions, etc. Ça pourrait être fait avec ces outils technologiques, mais ça se fait tellement peu. Évidemment, ça rejoint des modèles théoriques sur la nécessaire contextualisation des apprentissages, la nécessaire décontextualisation, la catégorisation, la théorisation et la recontextualisation qui vise à nouveau la pratique, les activités, etc. Alors, que vous dire encore sur cette inversion? J'ai souvent dit que la classe inversée, c'était l'école à l'endroit. Pourquoi? L'école telle qu'elle est construite est fortement basée sur ce qu'on peut appeler la taxonomie de Bloom, 1956 quand même. Bloom disait, c'est en anglais, mais je crois que vous comprenez, il faut d'abord mémoriser, ensuite on va comprendre, ensuite on va appliquer, ensuite on va analyser, ensuite on va évaluer et finalement, plus tard, on pourra créer. Et donc, ça a donné l'image de l'école. Avant de pouvoir créer, faire de la créativité, résoudre des problèmes, des études de cas, il faut évidemment connaître les savoirs. Il y a des professeurs, il y a 10 ans, qui me disaient « Mais comment voulez-vous que les élèves résolvent des problèmes s'ils n'ont pas eu les cours avant ?» Enfin, vous, dans votre vie de tous les jours, quand vous avez un problème, c'est parce que vous avez eu la théorie avant, c'est parce que vous avez lu des livres. Mais alors, il vaudrait mieux ne plus lire des livres, vous n'auriez pas de problème, n'est-ce pas? Non, non. Dans la vie quotidienne, ce qui se passe, c'est un peu l'inverse. On rencontre des situations, des environnements, des choses qui posent problème, et on doit ensuite essayer de trouver des savoirs, puisqu'ils sont externalisés maintenant, de trouver des savoirs qui nous permettent de comprendre. Autrement dit, dans la vie quotidienne, c'est très rare qu'on ait de la théorie et des problèmes ensuite. On rencontre plutôt des problèmes et on doit aller chercher les éléments de connaissance, de savoir, dans les livres ou chez les autres, bien sûr, qui vont nous permettre de résoudre ces problèmes. Alors, vous voyez, dans ma figure, j'aimerais bien être très, très bien compris là-dessus. Je ne dis pas que le premier schéma, à l'endroit, si vous voulez, est mauvais et qu'il faut appliquer le deuxième. Ce que je vous dis, c'est qu'il faudrait faire les deux de nouveau dans une approche systémique. Ce n'est pas le traditionnel contre les méthodes actives, mais quelle bêtise quand même de ce besoin de mettre dans des boîtes. Ça, c'est des méthodes actives, ça, c'est des méthodes traditionnelles. Mais enfin, les méthodes qu'on appelle traditionnelles, souvenez-vous des péripatéticiens, ces philosophes grecs qui marchaient dans la nature et expliquaient à leurs élèves les différentes choses. C'était des méthodes actives qui impliquaient l'apprenant dans la construction des connaissances. Non, je pense que ce que nous devons aller, c'est vers une meilleure systémique de tout cela.
Alors, oui, là, vous avez compris, l'hybridation, ce n'est pas seulement présence-distance, mais c'est les savoirs qui sont partout et les connaissances que je dois assimiler. C'est le rapport entre les savoirs et les compétences, le formel et l'informel, la présence, la distance, l'asynchrone, le synchrone, les disciplines. Hein, l'interdisciplinarité est un phénomène d'hybridation également. Le rapport entre l'école, le campus, la région, les entreprises, tout ça sont des pistes d'hybridation. Alors, très rapidement, pour terminer, pour vous dire que je travaille aussi à la recherche sur mes sujets, autrement dit, même si je les présente d'une manière, j'espère, un tout petit peu divertissante et non trop théorique, parce qu'elle vient de la pratique. Hein, ce que je vous ai raconté, certains me disent que je raconte de la théorie, mais enfin non, je ne raconte pas de la théorie, c'est de la pratique, tout cela. C'est que j'ai aussi évidemment fait des recherches et entre autres en 2016-2017 avec des étudiants, on a interrogé des enseignants et on a vu qu'effectivement certains pratiquaient le type 1, on est davantage dans les sciences, les mathématiques où malgré tout il y a des théories à connaître avant les applications. Le type 2 plutôt vers les sciences humaines où on aura tendance à demander aux élèves de faire des présentations, des débats. Et évidemment, le type 3 ou type 1, type 2 sont indissociables, mais ils sont là mélangés complètement. Autrement dit, les différents types qui n'existent pas tous en même temps et à tout moment, hein, ce sont des possibilités parmi d'autres, sont là. La revue montre bien que le concept de classe inversée a fortement évolué. On n'est plus seulement dans les leçons à la maison, les devoirs en classe, mais dans toutes sortes d'activités avant la classe, en classe, après la classe, etc., dans beaucoup plus de cohérence. Les effets sur la réussite, etc., la motivation sont évidemment à l'étude actuellement. Mais déjà, les recherches montrent qu'il y a des challenges. Ça ne va pas de soi de mettre la classe inversée. C'est quelque chose qui se prépare. Entre autres, l'enseignant doit vraiment être capable d'expliciter, rendre clair, apporter à la lumière, élucider les attentes et la façon de travailler. On ne dit pas, demain, voilà, je mettrai une vidéo, vous la regardez, on en discute la fois passée. Non, non, non. Les élèves actuellement, ils ont besoin aussi de comprendre dans quel jeu ils jouent. Et donc, préparer bien sûr les élèves à travailler en mode inversé, par exemple, en utilisant de temps en temps une vidéo en classe et en demandant aux élèves de repérer les 3 éléments que la personne qui parle a donnés, etc., etc. Les productions vidéo doivent être conçues finement. La vidéo éducative, c'est quelque chose qui a pratiquement plus de 50 ans, peut-être presque un siècle de réalisation. Beaucoup d'études ont été faites sur la manière de produire des vidéos, mais on dirait que les producteurs et les enseignants qui font ça actuellement, hein, produire les vidéos, etc., ils n'ont absolument pas pris compte des résultats des recherches de dizaines d'années antérieures, pourtant qui existent. Bien délimiter le travail en autonomie, je vous l'ai dit, les vidéos sont courtes, le travail à faire est relativement limité, doit être bien balisé. Associer une plateforme pour les interactions en dehors de la classe, plateforme, ça veut dire Zoom et Teams, hein, on connaît ça maintenant, mais aussi des Moodle, des Clarolines, etc., qui sont des outils disponibles comme plateforme, hein, ça dit bien, le lieu de rassemblement, etc., de tous ces groupes. Pour les enseignants, un peu la même chose, hein, continuer à vous former aux méthodes actives, regarder des petits chats qui tombent et des personnes qui expliquent des recettes de cuisine sur YouTube, c'est vraiment très bien, je fais ça aussi, mais il y a aussi beaucoup d'enseignants qui témoignent de leur pratique, qui disent ce qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, qui donnent des conseils et tout. Et donc, n'hésitez pas à utiliser aussi les réseaux sociaux pour continuer à vous former. Et alors, dernière chose, préparer le matériel progressivement. Vous ne devez pas, pour votre cours qui fait 15 séances, avoir préparé les 15 séances avec les vidéos, les textes, les activités. Non, non, essayez peut-être sur 2 semaines, quelque part, à un moment où vous trouvez ça intéressant, vous avez des ressources, et surtout,
Ne me dites pas, ça ne marche pas, la classe inversée, ça marche très bien, ça marche de l'école primaire au secondaire. C'est une question de formation des élèves et de croire vraiment qu'on ne fait pas la classe inversée pour faire de la classe inversée, ce serait ridicule, mais qu'on est là pour également développer, comme je l'ai dit, des savoirs, bien sûr, mais aussi d'autres types de compétences chez les élèves. Je clôture en vous disant que finalement, dans le monde, et depuis très longtemps, il y a deux courants qui s'opposent, et ils sont très présents en pédagogie. Il y a le courant du rationalisme, hein, la raison, l'homme peut comprendre, les modèles que faisaient déjà les pythagoriciens du système solaire, etc. Bref, le monde des idées, des modèles, des théories, des concepts. À côté de ça, il y a peut-être d'autres façons de voir les choses qui sont davantage inspirées sur l'empirisme, le monde des faits, de la réalité concrète, des percepts, de l'expérience. Nous, les humains, on doit arrêter de nous mépriser dans nos activités pour aller nous réconforter dans le monde des idées. Rien de ce qui est humain ne m'est indifférent, comme disait finalement Sénèque. Et donc, on doit être capable aussi de lire ces percepts, hein, ces façons de comprendre le monde par nos sens et de pouvoir les confronter aux concepts beaucoup plus liés à la théorie. Alors, la pédagogie là-dedans, vous avez le behaviorisme hein, qui s'interroge sur comment transmettre des comportements aux élèves, comment transmettre des savoirs, comment partir de la théorie hein, du monde des idées pour aller vers le monde des élèves, un peu une approche qui est quand même très fort top-down, hein, le sommet, le savoir, et on va vers le public, les élèves. Un autre modèle est celui du constructivisme, c'est que les élèves ont déjà des savoirs, même s'ils sont faux, même s'ils utilisent des faux amis hein, dans le domaine des langues, et oui, mais qu'importe finalement, ils partent de leur réalité et le but de l'enseignant, c'est partir de cette réalité des élèves et d'essayer d'améliorer, si on veut, leur cadre de compréhension en les confrontant au monde des idées, des règles, etc., etc. Et donc, encore une fois, voyez-vous, pour moi, ce ne sera jamais l'un contre l'autre. Ces discussions entre est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que les tablettes peuvent apporter quelque chose à l'école ou pas, toutes ces catégorisations ne m'intéressent absolument pas ou ne m'intéressent plus. Elles appartiennent peut-être au domaine des sciences, hein, mais des sciences, attendons, hein, les sciences du XVIIe siècle, hein, du XVIIIe, avec le déterminisme, hein, la cause et l'effet. Mais bon Dieu, on est encore à enseigner la cause et l'effet du XVIIIe siècle à nos élèves, le déterminisme, alors que la physique même, qui était mon domaine, elle n'est plus dans la mécanique classique, elle est partie dans le quantique, elle est partie dans les probabilités, elle est partie dans toutes sortes de théories ou même des objets qui n'existent pas ou pas physiquement permettent de comprendre le réel, hein, des idées, etc. Donc, cette réconciliation est importante à trouver. Quelques lectures que vous trouverez dans le diapo qui vous sera sans doute transmis ou à l'adresse que je vous ai dit, des lectures de collègues également sur la pédagogie inversée, etc. Ici, peut-être un livre qui nous vient de Philippe Léria, Marc Odo, Cynthia Haidt, qui parle aussi de la classe inversée, mais peut-être un tout petit peu, davantage orienté vers l'enseignement des langues et les pratiques dans ce domaine. Une petite référence, toujours le bit.ly-guide-ci, hein, avec G majuscule, UIDE minuscule, -CI majuscule, qui est un guide qui a été réalisé par le Louvain Learning Lab, c'est-à-dire l'institut où je travaillais, qui fait 30-40 pages et qui peut être téléchargé sur Internet. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère maintenant que nous aurons un tout petit peu de temps pour les questions et les échanges. Je vais quitter mon diapo. Je reviens ici
et je pense que je suis de retour parmi vous. C'est tout à fait le cas, cher professeur. D'abord, un très, très grand merci. Je vous remercie beaucoup pour votre belle conférence. C'est vraiment très inspirant et c'est un véritable plaisir de vous écouter. Dans le déroulé, nous avons prévu un petit temps de questions et de réponses, comme vous l'avez remarqué à la fin. Cher public, la parole est maintenant à vous. Est-ce que certains de nos participants auraient des questions à poser à notre professeur, Monsieur Lebrun? N'hésitez pas, s'il vous plaît, hein, ce qui passe par votre tête est très valable. Hein. Je ne vais jamais vous dire, mais enfin, vous n'y pensez pas, mais quelle drôle d'idée. Toutes vos questions sont intéressantes. Elles sont là pour alimenter notre représentation. Ça ne veut pas dire qu'il y a un modèle unique. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs et que chacun peut apporter des choses. Sinon, ben, je demanderais peut-être aux organisateurs d'introduire les questions. C'est souvent les premières questions qui font venir les autres. Bien, moi, je me retourne vers mes collègues qui sont dans le domaine de l'enseignement. Est-ce que Ljubka, Susanna, vous auriez peut-être une petite question à poser? J'ai vu Snezana Petrov qui levait la main. Oui, oui, exactement. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Je ne sais pas. Attendez, je vais essayer de me voir en même temps. Voilà. Bonjour. Merci énormément pour cette présentation. Donc, je me présente un petit peu. Je suis professeure de littérature et de civilisation au département de langue et littérature romane auprès de l'Université Saint-Cyril-et-Méthode. Et franchement, cet entretien, parce que ce n'est pas un cours, cet entretien que vous avez partagé avec nous était vraiment très éloquent et surtout a répondu à certaines de mes questions. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça fait depuis des années que je cherche à avoir des formations, par exemple, pour nous, spécifiquement pour nous qui travaillons à l'université et spécifiquement dans une matière comme la littérature. Donc, vous avez mentionné dans votre présentation Descartes, Locke, etc. Et je cherchais tout le temps une personne qui pourrait un petit peu me diriger vers où va l'enseignement et comment je voudrais enseigner. Parce qu'à chaque fois, je me pose des questions comme quoi je suis vieille. Voilà, je suis vieille dans mes méthodes. J'ai l'impression qu'il faut quelque chose de neuf. J'ai l'impression que nous sommes en train d'écraser nos étudiants sous certaines connaissances. Je me prends presque pour un philosophe des temps grecs, d'accord? Écoutez-moi, c'est moi qui ai la connaissance, et puis voilà, et si vous n'avez pas autant de connaissances que moi, eh bien voilà, vous avez une mauvaise note. Donc, ce n'est pas le bon système. Et on est en face d'étudiants qui, eux, sont même beaucoup plus calés par rapport à nous dans les techniques. Et nous calons, par exemple, tiens, justement sur Zoom, oh mon Dieu, comment je vais faire pour enregistrer mon cours? Oh mon Dieu, comment je vais faire pour le mettre en ligne? Nous avons, et ça je peux vous le mentionner, en Macédoine, parce que j'ai collaboré avec des professeurs du primaire et de secondaire, et avec ce nouvel appel au numérique, on a des professeurs qui ont fait mais vraiment des choses que moi je m'étonne même, tellement ils sont allés loin dans le numérique et dans des présentations de leur cours qui est totalement différent, où il y a une véritable interactivité. Donc ma question, c'était premièrement, enfin pas ma question, c'était premièrement de vous remercier pour cette présentation, parce que ça m'a mis quelques points sur les i. Et surtout, peut-être, voilà, avec votre expérience, que dites-vous? Voilà, comment pourrais-je, moi, changer mon cours de littérature pour qu'il devienne plus intéressant, sachant que nous n'avons pas d'assistant. C'est-à-dire que moi, je suis professeur titulaire, je suis obligée de faire tout. Voilà, tout. Et je vous jure que l'histoire de la littérature, c'est pas peu de choses. Voilà. Comment faire pour attirer, quelle est votre, peut-être votre méthode ou vos conseils pour attirer au mieux l'attention des étudiants et surtout de leur donner une connaissance qui pourrait réellement leur servir. Ah, merci, hein, c'est vraiment une très belle question, je la partage tout à fait. Quand vous avez dit quand même, j'ai parfois l'impression d'être un philosophe grec qui abreuve les étudiants, je dirais peut-être sauf Socrate, hein, qui disait quand même c'est à l'élève il se prétendait accoucheur des esprits en disant c'est à l'élève à trouver la réponse aux questions, quoi. Donc
Voilà, il y a bien sûr, mais j'ai bien aimé ce que vous avez dit là. Alors, pour moi, ici en face de moi, j'ai plein de bouquins de philosophie parce que après avoir fait la physique d'abord et ensuite être rentré en sciences humaines, j'avais besoin d'un endroit tiers, un autre endroit pour arriver à concilier les deux, quoi, parce que les approches sont résolument différentes. Alors, malgré tout, pour expliquer ma réponse, je dirais que dans les temps, si vous voulez, parce qu'il faut réintroduire ces notions d'où nous viennent les idées, c'est-à-dire l'épistémologie, hein, des mots compliqués, mais ça dit simplement comment les idées sont arrivées aux hommes. Je pense que quand on regarde l'histoire de l'humanité et l'histoire des connaissances, vous savez, il y a 3 millénaires d'ici, sur le piédestal, il y avait les dieux. Les dieux définissaient les saisons. C'est eux qui étaient responsables du bonheur et du malheur. C'est pas nous, c'est les dieux. Et puis, quand même, des siècles et des siècles après, hein, on est arrivé aux Lumières après la Renaissance et ces choses-là. Et là, les dieux ont vacillé. Je ne parle pas de concepts religieux ici, hein, je parle des dieux en général, des choses qui hantent notre esprit. Les dieux ont été basculés du piédestal et on a mis les savoirs. L'homme pouvait comprendre. On n'a pas besoin d'avoir des anges qui volent et qui poussent les planètes. Il y a une loi de la gravitation universelle qui permet de comprendre ça. Et les savoirs ont été mis sur le piédestal. Et donc, cette idée de transmettre les savoirs, l'encyclopédie, Diderot, toutes ces choses-là, elle est inscrite là. Comment ça se fait qu'on ne parle pas de cela? Et je pense qu'à l'heure actuelle, mais il faut bien me comprendre, je pense que les savoirs vont vaciller, quoi qu'en disent les érudits et tout. Autrement dit, voyez-vous, quand j'ai dit les dieux sont tombés du piédestal, ça ne veut pas dire que les gens, tout à coup, n'ont plus été religieux. Hein? Quand les savoirs sont là et que je vous dis ils vont tomber de leur piédestal, ça ne veut pas dire que les savoirs ne seront plus là. Non, non, on met quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est peut-être l'homme, avec un grand H. Hein, vous m'avez bien compris, parce que les outils technologiques nous donnent les moyens à chacun d'entre nous d'aller chercher ces savoirs, etc. Alors, je vois bien, il y a toujours la tribu des grognons qui va dire « Oui, mais enfin, les savoirs sont là, c'est pas pour ça qu'on sait, et tout, et tout. » Oui, bien sûr. Mais donc, c'est peut-être le rôle de l'école, non pas de transmettre les savoirs, mais d'expliquer comment on accède aux savoirs et de donner des situations d'apprentissage dans lesquelles les étudiants eux-mêmes vont aller chercher les savoirs, et peu importe si ce n'est pas tout à fait au travers de la lorgnette de ce que pense le professeur, mais au moins ce sera des savoirs qu'ils ont trouvés, qui devront peut-être transformer un peu parce qu'ils seront confrontés au savoir des autres, de l'enseignant, etc. Mais pour résumer encore autrement, je dis que nous passons d'une société du top-down, vous voyez, quelques-uns qui savent et qui arrosent tout le public, à une société du bottom-up. Alors, cette société est éminemment critiquable. Hein. Nous voyons bien tout ce qui arrive, les fake news, les mauvaises nouvelles, les théories du complot et tout. Mais oui, je vous l'ai dit, les outils sont à la fois positifs et négatifs. Si on n'arrive pas à avoir une éducation à l'outil, c'est normal que certains l'utilisent bien. Ils vont chercher ce qu'ils ont besoin, ils trouvent, et d'autres, ils utilisent pour faire des choses qu'on ne leur a jamais permis de faire et qu'on ne leur a pas appris à faire. Cela veut dire ceci. De manière concrète maintenant, je ne peux pas parler de votre cours, j'ai bien compris ce que vous dites, mais je n'ai pas enseigné comme vous. Mais moi, ce que j'ai remarqué, en particulier dans mes études de sciences, c'est qu'on me parlait de la loi de Kepler, l'équation de Schrödinger, l'effet photoélectrique d'Einstein. Et dans ces cours-là, évidemment, je prends un cas particulier, les sciences exactes, temple du savoir, etc., etc. Bon, OK. On ne m'a jamais enseigné qui étaient ces personnes. Vous savez qui était Kepler? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça?
Pourquoi est-ce que tout à coup, il a voulu comprendre le mouvement des planètes? Et il a failli se faire brûler. Mais il a failli se faire brûler parce qu'il disait que ce n'était pas Dieu qui faisait tourner les planètes, mais qu'il y avait des lois physiques qui permettaient de comprendre. Et donc, je pense qu'il faut restituer l'humain dans les cours. Ce qu'a écrit Camus, ben c'est très bien. Je donne un exemple qui n'est peut-être pas adapté, mais bon, voilà. C'est très bien de faire lire les romans de Camus et demander aux élèves de résumer les romans de Camus. Mais qui était Camus? Quelle a été son action au niveau de la société? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il a écrit telle chose? Et ça, voyez-vous, sans nier les savoirs, sans nier l'importance de connaître l'œuvre quelque part, il y a cette couche humaine, cette chair quelque part, qui doit être remise absolument sur le squelette des certitudes et des savoirs. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et ça, mesdames, messieurs, c'est valable dans votre cours de maths, d'histoire. On me faisait apprendre les dates en histoire et on me mettait 0 sur 10 si je répondais que Marignan, c'était 1517 au lieu de 1515. Mais bon Dieu, je n'ai découvert l'histoire qu'après. Hein, en voyageant, en regardant des livres, en regardant des émissions peut-être un peu plus difficiles. Hein. En français, on a des racines et des ailes, on a échappé belle, enfin, on a des choses qui nous permettent de nous ouvrir à la réalité humaine. Et je pense que le savoir, très important, hein, le savoir, ça nous permet d'être en bonne santé, ça nous permet, regardez, de pouvoir dialoguer entre vous et moi à 2000, 2500 kilomètres de distance, je ne sais pas. C'est fabuleux le savoir, regardez tout ce que ça a donné. Mais est-ce qu'on n'a pas trop évacué l'humain là-dedans? Et donc, mais pour que l'humain puisse prendre la parole, c'est-à-dire qu'au lieu du top-down, on est à bottom-up, il faut éduquer. Sinon, évidemment, les enfants, ils vont utiliser les réseaux sociaux et Facebook pour maltraiter la maîtresse ou se disputer avec un autre élève. Mais bien sûr, mais c'est évident, d'accord? Si on utilise un marteau et qu'on n'a pas expliqué le marteau à quoi il sert, ça peut servir à casser des crânes. Hein, donc, et donc, cet outil, il est toujours porteur. C'est un peu le dieu aux deux visages, hein, le Janus. Là, hein. Il est là et il est comme ça. Monsieur Lebrun, est-ce que vous pensez que les technologies ont un effet positif sur la pédagogie? J'en sais rien du tout. J'ai étudié ça pendant 30 ans et j'en sais encore rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'il y a peut-être des conditions pour avoir des effets positifs et des conditions pour avoir des effets négatifs. Et donc, voilà, pour moi, la clé, elle est très philosophique, hein, peut-être, mais je pense qu'avec les exemples que vous avez donnés, vous m'avez bien compris. Restaurer l'humain dans les savoirs, demander aux élèves d'aller le faire, le type 2, hein. Voilà, vous êtes dans les courants littéraires, vous demandez à un groupe de faire comment dire, une présentation sur les auteurs, un autre groupe sur les œuvres, un autre groupe sur l'économie à cette époque-là, et ensuite vous retrouvez votre présence qui n'est pas de transmettre des savoirs, mais d'organiser tout ça. Voilà. Écoutez, vous m'avez donné des très bonnes idées et surtout, vous m'avez presque consolidé dans le fait que carrément, je suis en train de faire ça. Et c'est un petit peu, j'ai changé mes méthodes, etc., justement à la recherche, parce que je vois que je suis en face d'une nouvelle génération et donc qui en demande plus. Une génération qui a déjà certains savoirs, certains faussés ou non. C'est à moi maintenant de les diriger un petit peu, mais tout en leur laissant la possibilité d'acquérir leurs connaissances eux-mêmes. Oui. Et c'est comme ça qu'ils comprennent bien mieux au lieu de donner simplement un cours froid. Non, c'est très bien. Merci, parce que vraiment, vous m'avez précisé certaines choses. Préparez les étudiants à continuer à apprendre quand vous ne serez plus là. Exact, exact, exact. Je vous remercie énormément, énormément. Avec plaisir. Merci bien. Merci beaucoup, cher professeur. Des visages apparaître. Merci beaucoup, cher professeur. C'est vraiment très, très inspirant. Et ayant moi-même, je suis un peu différent de mes collègues, ayant moi-même fait des études de chimie et d'industrie textile, je souscris tout à fait à tout ce que vous nous avez en quelque sorte énoncé au sujet de la prise des connaissances et des savoirs.
Moi-même, en tant que petit témoignage et pour alimenter notre conversation, je dois dire que je n'ai compris qu'à la fin de mes études à quoi servaient les équations différentielles et la dérivation en mathématiques. Il a fallu du temps. Bien, ensuite, l'histoire, je l'ai comprise qu'en travaillant pour l'Institut français de Skopje, où nous avons le plaisir d'avoir cette très belle revue L'Histoire, et les dossiers d'histoire m'ont éclairé sur beaucoup d'événements historiques que j'avais appris un petit peu comme vous l'avez dit sur la bataille de Marignan en 1515. Effectivement, on n'en prenait que des années, alors qu'il a fallu beaucoup de temps pour comprendre pourquoi certains événements historiques ont eu lieu. Bien, nous approchons un petit peu à la fin. Je vais encore une fois poser la question au public. Est-ce que nous avons une question? Oui, je vois une main. Bernard. Gruas, vous avez la parole. Bernard, est-ce que vous pouvez parler? Monsieur Bernard, vous avez la parole. Ok, excusez-moi, oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Non, en fait, ce n'est pas une question. J'ai suivi votre conférence avec attention et un grand intérêt. Je suis aussi assez convaincu par la classe inversée. Je la pratique avec mes étudiants à l'Institut Mines Télécom. Je veux faire juste une remarque. Je suis aussi formateur de formateurs et avant la pandémie, j'allais travailler un petit peu partout sur les 5 continents. Et nous sommes confrontés à nouveau à un déséquilibre. La classe inversée, hein, comme vous l'avez bien présenté, ça demande pas mal d'outils numériques, une grosse panoplie technologique, etc. Vous avez des pays où moi j'interviens, où toute cette technique n'est pas du tout accessible, ok. Et finalement, en fait, nous allons nous retrouver à nouveau avec des pays, avec un enseignement à 2 vitesses, certains pays qui auront accès à cette classe inversée et à ces avantages et l'intérêt que cela peut donner à l'apprentissage. Mais vous allez avoir d'autres pays et une bonne partie des pays qui, pour l'instant, n'auront jamais accès à cette sorte d'enseignement, etc., et d'apprentissage. Donc, voilà, c'était juste une remarque. Donc, moi, j'ai du mal souvent à aller dans certains pays, à leur dire, voilà, vous faites comme ci, vous faites comme ça, et avec l'accès Internet, vous pourrez faire ci, vous pourrez faire ça. Et il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, ben nous enseignants, on n'a même pas de crayon, on n'a pas de tableau noir, et je ne suis pas en train de broder, je vous raconte des choses que j'ai vécues moi-même. Et voilà, donc c'était juste une petite remarque. Et peut-être là, mais je pense que vous le disiez, il faudrait peut-être aussi, avant toute chose, qu'il y ait une volonté politique, ok, et au niveau international pour peut-être déjà apporter toutes ces technologies modernes dans tous ces pays. Voilà, ça n'a rien à voir vraiment avec le contenu ou avec la classe inversée, c'était juste une remarque dans la pratique. Voilà ce que… Oui. Écoutez, merci malgré tout. Je partage à 100%, je le sais très bien. Maintenant, j'ai envie de dire que, et ça va peut-être être difficile à dire, ça va peut-être être mal pris aussi, mais l'enseignement, quoi qu'il en dise, a toujours été confronté à ce que vous appeliez là, des différences de niveau. Par exemple, quand un professeur donne son cours dans un amphi,
il me dit non, non, moi, j'aime pas les travaux de groupe parce que, en fonction, vous savez, du niveau social des étudiants, certains vont être capables d'aller chercher l'information et d'autres ne vont pas l'être. Donc, il faut même pas courir. J'ai envie de dire, je l'ai fait aussi, hein, mais très, très loin pour avoir cela. Est-ce que, finalement, quand un professeur donne son cours devant un amphi et qu'il me dit, au moins là, voyez-vous, je suis certain qu'ils vont tous apprendre la même chose, est-ce qu'il n'est pas un peu fou dans sa tête? Vous savez très bien que par rapport à un cours en amphi, ben, il y a 25% qui vous écoutent, il y en a 20% qui vous écoutent de temps en temps, et il y a la moitié qui fait autre chose, surtout depuis les outils technologiques. Et ça, cher monsieur, ce n'est pas qu'une histoire des étudiants et des élèves, hein, parce que j'ai fréquenté énormément de colloques, hein, avec des chercheurs et tout. Ils sont dans l'amphi en train d'écouter une conférence plénière, et quand vous vous mettez derrière l'amphi et que vous regardez les écrans, ben, il y a une moitié qui est en train de faire son courrier. Donc, je ne pense pas que l'enseignement enfin, je pense que l'enseignement est toujours confronté comme ça à certains pour lesquels c'est accessible, d'autres pour lesquels ça l'est moins. Même quand dans nos pays nantis, soi-disant, on demande aux étudiants de faire une classe inversée de type 2 et d'aller chercher des informations. Certains élèves ont fait ça depuis longtemps avec les parents, ils parlaient des Égyptiens, le papa disait va voir sur Internet si tu trouves des choses, et d'autres qui n'ont jamais entendu parler d'Internet que pour des jeux. Et donc ces niveaux-là, ils sont présents. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bien sûr, si je vais dans certains pays, je ne vais pas parler comme je l'ai fait avec vous, de là où des classes inversées. Je pense qu'il y a aussi d'autres priorités. Mais reconnaissez quand même que le grand jeu de l'Occident d'aller vers ces pays et de leur faire des conférences n'est peut-être pas la meilleure façon non plus de prendre les choses. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut travailler avec beaucoup de nuances, qu'on peut expérimenter, que d'ailleurs, la classe inversée est souvent revêtue d'habits, si vous voulez, techniques et technologiques très forts. Mais ce n'est pas vrai du tout. L'idée, l'esprit de la classe inversée, j'avais un professeur qui me le faisait en 1972, j'étais encore à l'UNIF à ce moment-là, et qui utilisait un livre. Vous voyez, ce n'est pas tant le fait d'outils technologiques qu'un état d'esprit par rapport à qu'est-ce que c'est enseigner, apprendre. Ce prof-là utilisait un livre et nous demandait chaque semaine de lire un chapitre, comme ça se faisait d'ailleurs aux États-Unis depuis longtemps, hein, Harvard et ce genre de choses. Et quand il arrivait au cours, il nous disait, vous avez lu le chapitre 3, c'est bien, est-ce que vous avez des questions? Et s'il n'y avait pas de questions, il disait, il n'y avait pas de questions, mais c'est que c'était facile alors. Eh bien, voilà, j'en ai terminé. La semaine prochaine, le chapitre 4. Et donc, l'esprit de la classe inversée, qui ne doit pas être comme esprit exclusif, c'est-à-dire on va se mettre à faire de la classe inversée et on ne fera plus que cela. Il y a beaucoup d'autres démarches, de projets, d'études de cas, de problèmes, d'enseignement magistral aussi, qui doivent être mis dans une certaine façon et scénarisés correctement. Donc oui, faire attention au niveau qui se creuse, mais peut-être pas au fossé. Hein. À l'heure actuelle, on ne parle plus tellement, en tout cas ici en Belgique et même en France, d'après les collègues, on ne parle plus tellement du fossé technologique de niveau 1, c'est-à-dire la disponibilité du matériel, mais on parle du fossé technologique au niveau conceptuel et méthodologique, si vous voulez. Comment utiliser ces outils pour chercher de l'information, etc., etc. Donc voilà, oui, vous avez 1000 fois raison. Tous nos apprenants sont différents. Il n'y a pas une seule méthode qui convient à tout le monde, mais probablement que le principe de variété devrait être davantage développé en pédagogie. Merci beaucoup, Monsieur Gruas. Merci beaucoup, cher professeur Lebrun.
Est-ce que nous approchons un petit peu à la fin de cette ouverture, sachant que l'université d'été va durer toute la semaine jusqu'au 25? Est-ce que nous avons peut-être une dernière question du public? Ah, je vois une main qui se lève. Svetlana, à vous la parole. Et merci aussi les collègues et le professeur pour la présentation. Je voulais demander une question qui me tourmente depuis le début de pratiquer mon métier. On se plaint toujours, en fait, mes collègues se plaignent toujours qu'il y a une baisse dans le niveau, pas des connaissances, mais une baisse du niveau de l'éducation en général. Et au moment où on parle de nouvelles réformes à tous les niveaux et de nouvelles méthodes, je me demande, est-ce que cette perception est mauvaise? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une baisse du niveau de l'éducation de nos apprenants? Est-ce que nos attentes comme professeurs devront changer? Donc, c'est peut-être pas tellement directement lié, mais ça concerne toujours les nouvelles méthodes. Oui. J'ai du mal à répondre à des questions pareilles d'une manière extrêmement oui, il y a une baisse de niveau, non, il n'y en a pas, mais enfin, qu'est-ce que vous dites là? Donc ça, c'est la première chose. Je pense néanmoins, et j'ai envie de dire, et c'est tout à fait normal, que si les évaluations qui sont faites, je parle aussi des grandes évaluations, PISA et ce genre de choses que vous connaissez peut-être aussi avec d'autres noms, si ces évaluations sont basées sur les premiers niveaux de Bloom dont j'ai parlé, c'est-à-dire mémoriser et comprendre, ben oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Nous avons créé des outils technologiques qui nous évitent de mémoriser. Ben oui. Il faut avoir le courage de le dire. Déjà, avec, j'ai un certain âge, ma maman avait un âge encore plus avancé, elle connaissait, mais elle avait gardé une très bonne structure cognitive, si je puis dire, et elle connaissait les événements de l'histoire, les noms des peintres, les dates des tableaux, toutes ces choses-là. Elle avait été drillée à ça et elle était capable de le retenir. Elle me disait, tiens, tu veux pas faire le numéro pour téléphoner à un tel? Je disais, si, c'est quoi le numéro? Elle me le donnait. Qui est encore capable de faire ça? Moi, je ne le suis plus. Un jour, j'ai noté ça dans un agenda papier, et puis je l'ai, parce qu'il y avait l'agenda papier avant le smartphone. Hein. Attention, on dit le smartphone, mais non. Et puis il y a eu le smartphone, et donc il y a des choses que je ne juge plus importantes à mémoriser. J'ai envie de connaître, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux prendre, les grandes batailles de Louis XI et des croisades et ce genre de choses, ben voilà, j'ai un livre là-dessus. Quel est le problème? Et je peux trouver ça sur Internet. Donc, il est fort possible qu'au niveau d'une certaine jauge dans les compétences, qui sont d'ailleurs ce qui est mesuré, puisque les tests PISA et ces machins-là, ils mesurent les connaissances par des QCM. Donc, clairement, cet outil-là sert à mesurer des réponses justes, des réponses pas justes, voilà. Alors oui, peut-être, il y aura ça, mais ça s'appelle le numérique, c'est la société numérique, c'est l'humanité numérique. Nous allons peut-être avoir moins de mémoire, mais le savoir est toujours présent, je veux dire, il est accessible. Maintenant, pour que ce ne soit pas une perte sèche, finalement, il faut se dire, mais si le numérique nous libère pour des tâches répétitives, etc., qu'allons-nous faire avec cet espace qui est dégagé? C'est vraiment la pensée de Michel Serres quand il dit « nous n'avons pas le cerveau vide, nous avons le cerveau libre ». C'est vraiment ça qu'il veut dire. Et donc, moi, je me méfie toujours, les résultats sont moins bons avec ceci ou cela, mais comment a-t-on mesuré? Si par exemple vous faites des... Ils ont vu ça chez les ingénieurs, chez nous, en faculté polytechnique. Les ingénieurs de Louvain, historiquement, étaient reconnus comme les meilleurs. Ils avaient participé à la construction des chemins de fer en Chine, au Congo, etc. C'était reconnu. Et puis un jour, ils avaient un enseignement très magistral. Et puis un jour,
la faculté, c'était bizarre, n'est-ce pas, a décidé de passer à l'apprentissage par problème. Autrement dit, il n'y avait plus de cours théoriques, c'était déjà un peu la classe inversée, mais les séances en présentiel, c'était des problèmes qui nécessitaient que l'étudiant aille chercher des éléments théoriques, évidemment. Mais le problème était premier, la théorie était périphérique. Et ils se sont rendus compte que les résultats aux examens étaient moins bons. Ben oui, aux examens, on leur demandait de résoudre une équation machin, de calculer les forces sur tel type de pont, etc., etc. Et on leur donnait des cases à cocher, des choses comme ça. Par contre, ils étaient reconnus, devenus meilleurs en gestion de projet, travail d'équipe, évaluation, etc., etc. Autrement dit, ils avaient développé d'autres types de compétences liées aux méthodes actives, mais qui, j'insiste, malheureusement, sont beaucoup plus difficilement mesurables. Comment allez-vous mesurer qu'un élève a développé son esprit critique lors des 12 semaines de votre cours? Je ne sais pas, moi. J'ai beaucoup lu, mais je ne sais pas faire ça. La seule chose, c'est qu'on peut dire, au travers de leurs projets, au travers de leurs interventions autour de cas, etc., ben, ils se sont montrés plus intelligents, au sens du mot intelligent, être capable de faire des liens, relier des choses, etc. Donc, il y avait une petite perte de savoir, mais il y avait une compensation de compétences. Mais le problème, c'est que la petite perte de savoir, on savait la mesurer. La moyenne, c'est 7,5 sur 10 et avant, c'était 8 sur 10. Bon, voilà. Par contre, l'augmentation, les valeurs ajoutées en termes de compétences étaient plus difficilement mesurables, si ce n'est au travers de projets, au travers de l'évaluation par les pairs, etc., etc. Donc, parler d'un niveau qui baisse ou qui monte, ça dépend de quoi on parle finalement. Cher professeur, je vous remercie beaucoup pour cette vision nuancée de l'évaluation de nos connaissances et des savoirs. Un très, très grand merci. Je pense que nous approchons à la fin de cette partie ouverture qui n'est que, comme le dit le mot lui-même, qu'une ouverture, puisque l'université numérique continue dans les jours suivants. Je voudrais vous adresser un très, très grand merci en mon nom et au nom de tous mes collègues, Monsieur Lebrun, car votre conférence était vraiment très, 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 très inspirante. Cher Svetlana, je te remercie beaucoup. Et maintenant, pour clôturer, chers professeurs, chers participants de l'Université régionale d'été, je vous remercie beaucoup d'être restés avec nous. Je vous rappelle que les ateliers commencent à partir de cet après-midi à 14 h. Je vous souhaite une très, très bonne formation et par la suite, de belles vacances d'été. Merci à tous et très, très belle journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao. Bon travail. Au revoir.